Salut à tous, bienvenue pour la suite de Fabio Aru et les Ragazzi, épisode 3. Donc avec une progression dans le calendrier pour accompagner toujours le test de Pro Cycling Manager. Vous savez que je teste avec deux carrières qui sont l'Auto Soudal et celle-ci. Movistar étant une aventure différente et on a toujours Trek en ligne de mire, mais j'attendais de me faire une propre idée du jeu et je crois que maintenant ça commence à être le cas. Alors cet épisode commence avec les 3 jours de Bruges-La Panne, qui fait partie des épreuves World Tour, même si elle est classe B, World Tour sur lesquelles on est invité, donc on en profite, parce que ça ne sera pas très fréquent au fil de l'année. Je vous avais dit que, par exemple, j'attendais une invitation potentielle sur la Vuelta. Ben, malheureusement, je peux déjà le dire, on n'aura pas l'invitation sur la Vuelta, donc hormis les 3 jours de Bruges-La Panne, il y aura évidemment Gand-Wevelgem sur lequel on sera invité, et il y aura également le Giro, et ça c'est vraiment phénoménal, parce que quand on voit qu'on n'est finalement pas invité sur beaucoup de courses, et c'est très bien, hein, et c'est très bien ainsi, hein, puisque ça reflète un petit peu la difficulté pour une équipe comme ça de Conti Pro italienne, fut-elle avec 2-3 très bons coureurs, mais n'empêche que, très bons d'ailleurs, je sais pas, faudrait discuter, bons coureurs, donc on sera invité sur le Giro. Auparavant, on aurait eu le droit d'aller quand même à l'Amstel et sur la Flèche Wallonne, mais peut-être plus pour y faire de la figuration, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer sur les performances qui peuvent être les nôtres sur des courses pareilles. Et donc, très grosse importance. Et après, il n'y a plus rien. Hein. C'est le désert jusqu'au mois d'août. J'attends de voir si Hambourg, si Classics éventuellement. Est-ce que la Classique de Bretagne nous inviterait? Ça m'étonnerait. Il y aura peut-être des équipes françaises. Plutôt sélectionnées, on va voir. Est-ce qu'on ira sur les Québécois, sur Québec et Montréal? Là aussi, je peux rien promettre. Donc peut-être Lombardie, si ça se trouve, on sera invité parce que c'est en Italie, quoi. Hein, donc la période de classique italienne fin d'année peut être abordée avant le Tour de Lombardie et peut-être avec le Tour lui-même. Mais sinon, ça va être délicat. Hein. On est dans le final donc de ces 3 jours de Bruges-La Panne sur lesquels on est quelque part un peu obligé de performer pour se montrer, pour essayer allez, virtuellement de prouver qu'on mérite d'être invité sur d'autres courses que celle-ci est. Ah bah là, c'est pas le cas, hein, parce que c'est Jakobsen qui va s'imposer avec une 6ème place pour l'ami Moschetti qui n'aura peut-être pas été emmené comme il le fallait. En tout cas, ça nous a... Voilà, non. On s'est fait avoir. J'ai peut-être pas mis mon train aussi bien que je dois le faire d'habitude. Donc voilà, ça fait partie. 6ème place, qui n'est pas exceptionnelle, et on se rend tout de suite du côté de Gand-Wevelgem. Alors en ayant pris la 6ème place sur 3 jours de Bruges-La Panne, je vais pas me démonter. On a 3 chances essentiellement, surtout 2 d'ailleurs, sur Gand-Wevelgem, mais on va les jouer à fond. Bon, voilà, première chance toute naturelle, c'est Gianni Moscon, même si en prévisionnel, waouh, ça pique, mais c'est normal, hein. En fait on est en train d'élaborer un pic pour le Giro, hein. Il faut faire des choix, hein. On peut pas tout avoir, hein. Donc là j'ai pas la profondeur d'effectif pour aligner les mecs sous pic, etc. La période de Flandrienne d'ailleurs est trop courte pour nous, hein, puisqu'on n'est pas invité sur les autres, pour pouvoir prétendre à autre chose. Donc je tente une mini chance qui peut être l'échappée, mais on sait que sur Gand-Wevelgem, c'est pas monnaie courante que l'échappée aille au bout, hein. Après on est à l'abri de rien. Un contre, on arrive à prendre la roue de 2 ou 3 très forts leaders qui contre à un moment donné. Bon, j'avoue, j'y crois pas trop. Par contre, s'il y a une vraie chance pour nous, c'est Moschetti au sprint, à condition de lui faire passer les monts pavés de la moins mauvaise manière qu'il soit. Donc on va s'appliquer, parce que sinon, sur une fin de course très nerveuse, c'est Gianni Moscon qui peut éventuellement aussi, avec ses qualités de punch, prendre la roue d'un Van Aert, d'un coureur majeur, d'un Nassen, d'un Stuyven, etc., et éventuellement tirer sa bille là-dessus. Mais honnêtement, chaud. Donc je pense que c'est Moschetti qui a peut-être les meilleures chances aujourd'hui. Donc on va faire en sorte que le jeune sprinter italien qui n'a pas des notes ridicules, hein, qui a vraiment des possibilités, hein, mais soit préservé le plus longtemps possible. Hein. De toute façon, je ne suis pas dans une stratégie ici de domination de la course, j'en ai pas les moyens.
aucun moyen de domination. Le joueur humain, c'est difficile d'imposer son rythme, de dicter le tempo sur un Go Evil Game avec une équipe comme celle-ci. Et quelque part, c'est bien parce que ça permet de vivre autre chose que quand on est dominateur ou quand on a de très forts coureurs. Là, on est beaucoup, beaucoup plus, même pas outsider en fait, on est rien en fait. Les autres équipes, elles nous calculent même pas en fait. Elles se disent, c'est quoi ce maillot bleu là, italien là? Ah ouais, d'accord, ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, ok. Donc on est vraiment, on est rien, et c'est rigolo de n'être rien pour essayer de surprendre un petit peu tout son monde. Allez, Fabio Fellin et ses trois compagnons d'échappée qui résistent comme ils le peuvent, mais après il y a quand même un moment où ça met en route hein, dans le peloton. On voit, tantôt ça va être les UAE de Christophe, tantôt ça va être les treks de Stuyven, ça peut être également à d'autres moments les Jumbo Visma, excusez-moi, je suis encore resté sur l'auto Jumbo, Jumbo Visma de Hohenwagen ou de Wout van Aert, hein, parce que finalement Wout van Aert peut aussi régler tout ça. Donc, et puis sinon, on peut encore avoir du Cofidis qui essaie de rouler pour Viviani, on peut avoir plein de choses en vérité. Ce qui fait que c'est pas très très facile au final bon voilà, petite chute mais sans gravité. Moscone arrivera à rentrer, faut juste pas s'affoler. On va pas dicter le tempo, hein, c'est pas l'objet, c'est plutôt exister, se cacher et surgir au moment M. Donc, ce final bon voilà, hein, Moscone est rentré. Ce final de Gant-Wevelgem, il est extrêmement intéressant parce en tout cas à mon humble avis, parce qu'il recèle beaucoup d'indécision. Il y a beaucoup de suspense au final sur cette course-là. Et bien sûr qu'on est un certain nombre, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, peut-être qu'il y a des gens, c'est pas le cas hein, d'ailleurs, on respecte, mais on est pas mal à aimer que, par exemple, ça échappe au sprint massif. Hein. Et pourtant, dans l'histoire de Gant-Wevelgem, le sprint à 20, 30 ou 40, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour se rendre compte que c'est pas irréel. Hein. C'est pas irréel du tout, c'est pas irréaliste. Hein. Ça peut tout à fait arriver. Donc à partir de là, on aime bien, enfin, moi je sais à titre personnel, puis je connais d'autres gens, c'est pareil, qu'il y ait comme ça une course très nerveuse à la fin, que ça se dégage, au niveau de 4 ou 5 hommes qui arrivent à résister. Derrière, ça s'entend pas trop. Et voilà, pour peu que les équipes représentées à l'avant soient celles qui seraient le plus à même de rouler. Hein, donc, on est vraiment dans la logique cycliste là pour le coup. Euh, on se porte quand même à l'avant ici, dans le deuxième passage au Kemmelberg. Attention, méfiance absolue. Voilà, il s'agissait pas de se faire prendre. Par contre, c'est sûr que la cassure, on va pas pouvoir l'exploiter. Hein. Je roule, mais bon, voilà. Je me dis juste que s'il y a un ou deux équipiers de chaque sprinter majeur qui peut sauter, ben, ça peut être que positif pour nous. Après, le regroupement, on se doute bien qu'il va y en avoir un. Hein. Donc voilà, peut-être essayer de tenter sa chance aussi à un moment donné, voir si quelqu'un souhaite nous suivre. Hein, il va falloir peut-être essayer de provoquer. Tiens, c'est parti. Allez, pam. Il faut sentir laquelle peut aboutir en fait. Voilà. Vous avez des attaques par-ci par-là. C'est Kors Nielsen également qui était appliqué dans celle-ci. Laquelle peut aller au bout et laquelle n'ira de toute façon pas au bout. Bah, en fait, c'est tout l'enjeu de cette fin de course, c'est ça qui en fait le sel. Hein, moi, je trouve très excitante. Gant-Wevelgem dans son final, parce qu'encore une fois, on est sûr de rien. Donc, je fais rouler Affini, hein, qui est un spécialiste rouleur. Hein, donc, on peut espérer un jour ou l'autre d'ailleurs gratter un chrono avec lui, parce qu'Affini, c'est quand même une étoile montante hein, du contre-la-montre. Voilà, vous voyez, les attaques se succèdent, certains équipiers roulent pour faire rentrer, quelques leaders ou quelques outsiders ont tendance à tenter leur chance. Moi, j'essaie de contrôler, mais ça ne durera pas bien longtemps. Voilà, donc une fois qu'on a fini de faire rouler Affini, on va se caler dans les roues. Ça, j'ai vraiment fait ça parce que, vous voyez, dès que j'arrête, ça re-rentre. Voilà, donc on est un peloton gigantesque. Et maintenant, il va falloir croiser les doigts pour que les gens dont on a pris la roue soient finalement les gens qui attaquent. Enfin, ouais, ça va être délicat quand même. Regardez, ça part sans nous, logique.
Après, il reste toujours la carte Moschetti, hein. C'est pour ça qu'il faut y croire quand même à fond. Allez, j'ai Moscone dans la roue ici d'un dénommé WVA. Hein. Euh, on le surveille de près celui-là parce qu'on connaît son tempérament. Il semblerait que sur PCM20, sur note par défaut, là, les coureurs majeurs soient sur ces Flandriennes. Je commence à en avoir joué quelques-unes. Après, on verra, hein, ça peut se préciser, mais les coureurs majeurs sont un petit peu ceux auxquels on pense tout naturellement. Hein. À savoir Sagan, à savoir Wout van Aert, à savoir Van der Poel quand il est aligné et quand l'IA ne l'inscrit pas au mauvais endroit, ou etc. On a évidemment Nassen qui semble excessivement performant, Stuyven également, voilà. Hein. Christophe, on est sur les Gilbert, on est sur les standards qu'on connaît. Pas de surprise majeure. Allez, on va tenter le coup avec Gianni Moscone ici, là, parce que on sait jamais. Fonce sur un malentendu, ça peut marcher. En plus, on a été suivi par Wout van Aert. Ah là là, dommage, dommage. Dommage, dommage, il y avait un petit quelque chose à faire, peut-être. Allez, Moschetti, par surprise, Moschetti. Oh là 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 là. Moschetti a été battu par le costaud avec un grand C. J'ai nommé Alexander Christophe, qui s'adjuge un doublé 2019-2020 virtuel, donc, puisqu'il est tenant hein, du côté du Gant Wevel Game. On n'était pas si loin de réussir le coup parfait et de s'imposer là-dessus, mais non. Donc voilà. Comme ça, Arnaud démarre, Philippe Gilbert, Peter Sagan, Van Mark, Jacobsen, Wout van Aert. Voilà. Voilà donc ce Gant Wevel Game. Allez, deuxième, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour notre équipe. Hein. Mais bon, on a toujours tendance à vouloir plus. C'est un tort. C'est un tort. Donc vous voyez, l'impact sur le moral, il est positif. On a des petites choses comme ça. Et puis on va ressombrer dans l'anonymat. Hein, après avoir été vu du côté de Gant Wevel Game, on va aller du côté de cette Settimana Ciclista Internazionale. Donc c'est copié Bartali. Hein. Avec des étapes plus courtes, j'ai scindé mon effectif en deux. De toute façon, je n'ai que 16 coureurs. J'ai scindé mon effectif en deux pour aligner les autres sur le Tour de Sicile la semaine qui suit. Parce que je devais respecter des questions de semaine à 0% par rapport à la planification et au repos des coureurs. La saison ne s'arrête pas là, et il ne s'agit pas de se tirer une balle dans le pied pour aller éventuellement frapper un énorme coup sur une classique italienne de fin d'année, puisqu'on sait qu'on ne sera pas à la Vuelta, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais n'empêche que je veux pas perdre de chance pour la fin d'année, et donc pas hypothéquer tout par des non-respects de plages de repos à ce stade de l'année. On sait jamais. Après, c'est sûr que cette épreuve, donc qui comporte 5 étapes, hein, la Settimana Ciclista Internazionale, euh, elle n'est pas, elle est pas très très, on va dire, garnie en énormes coureurs. Hein. Là, on a Vendram et qui va comme ça venir chercher une victoire d'étape sur cette arrivée au sprint devant Pelucchi, devant voilà quelques coureurs, mais dont je suis persuadé que certains, euh, le grand public ne les connaît presque pas, hein, certains coureurs et que joueurs de PCM qui connaissent certains de ces coureurs, ou alors certains Italiens bien évidemment, puisqu'on va avoir une majorité d'équipes italiennes, mais pas que quand même, hein, qui sont représentées là. Un exercice que j'adore, c'est le contre-la-montre par équipe, le TTT, qui tend d'ailleurs, c'est une remarque à disparaître un peu, hein, puisque la tendance de 2020, elle est assez, incroyable avec le Giro qui fait disparaître son contre-la-montre par équipe. Voilà, bon, Tour de France aussi, qui semble avoir décidé de ne pas en faire. Nous, on performe, mais ça, c'est juste parce que les adversaires sont trop faibles. Et on touche là à un point du jeu sur lequel je voudrais insister. Vous allez voir, il y a aussi un autre point sur lequel on va insister juste après, c'est les écarts. Alors, j'en parle juste après, au moment de l'arrivée de cette étape. Mais juste avant, il y a un point du jeu sur lequel je profite
de cette vidéo pour développer un peu ce que je ressens. En fait, il est arrivé par le passé, l'année dernière notamment, sur PCM 19, que certaines personnes qui regardent les vidéos, et je vous en remercie, et je vous remercie aussi de laisser des commentaires et tout ça, c'est toujours très sympathique, que certains me disent démarre en continental avec une équipe, donc voilà, Conti, personnalisée ou pas, peu importe, parce que tu verras, ce sera un vrai défi, etc. En tout cas, les personnes me le présentaient comme ceci. Et en fait, moi, rien qu'en jouant cette Imana internationale, euh, je ressens quelque chose, et sur Tour de Sicile, ce sera un petit peu moins le cas, mais je ressens quelque chose d'assez pénible. C'est que, en fait, plus on va baisser le niveau des courses auxquelles on participe, on va me dire, ouais, t'as Rosa, Haru, c'est normal que tu sois fort. Ils sont moins forts que toi. Bah, intrinsèquement, pas nécessairement, quoi, hein. Et puis surtout, si on va en Conti, on va pas avoir ces coureurs-là, hein. Mais par contre, on va pouvoir préparer. Et le fait de faire une préparation sur des coureurs, allez, même un peu faibles, autour des 70, 71, mais qui possèdent une force donnée, regardez, là c'est le moment où on va pouvoir pointer des écarts. Oui, oui, le jeu prend en compte les écarts d'une manière tout à fait satisfaisante sur PCM 2020. C'est un immense progrès. Regardez, il va y avoir, hop là, un écart qui va être comptabilisé. Alors on va me dire, ouais, mais logique, il y aurait eu aussi sur PCM 19 celui-là. Ouais, ouais. Mais je profite quand même de l'occasion pour dire qu'en fait, les moindres écarts sont signalés. J'ai vu des écarts à 8 secondes, j'ai vu des écarts à 12 juste derrière. Il y a des petits écarts échelonnés qui font bien plaisir. Et le jeu le prend en compte, hein, même si là, en l'occurrence, probablement PCM 19 l'aurait aussi pris, celui-là. Donc voilà, j'ai peur que, de par la planification, de par la préparation des coureurs, allez, on va dire un petit peu minutieuse, on arrive à s'ennuyer en continental, avec des coureurs un peu faibles, mais qui seront aussi en face de coureurs faibles. Et de ce fait, le défi me semble pas si réel que ça. J'ai bien peur en fait que ce soit profondément ennuyeux parce que trop facile. Et par contre, ce qui est beaucoup plus excitant et qui peut représenter un vrai défi serait plutôt d'essayer de battre les tout meilleurs. Donc sur Flandrienne, battre Sagan, Van Aert, Van Avermaet et compagnie, battre les tout meilleurs avec des coureurs moindres. Un petit peu comme là avec Gianni Moscon, qui honnêtement a peu d'arguments à faire valoir, hein, face à Sagan et face aux meilleurs Flandriens. Il a peu d'arguments à faire valoir. Ça veut dire qu'en fait la fenêtre de tir elle est excessivement réduite, quoi, hein. Donc c'est un exemple là, parmi tant d'autres, mais et de la même manière, essayer de performer avec Fabio Aru à 75 en montagne, 75 en vallon, ça me paraît nettement plus excitant, ou avec Diego Rosa aussi, qui est un coureur évalué sensiblement de la même manière, à part la note de descente qui est meilleure pour Aru. Euh, essayer de performer sur une épreuve World Tour comme on l'avait fait sur Tirreno là, et comme on essaiera de le faire sur le Giro, bah en fait ça représente pour moi un défi beaucoup plus intéressant qu'aller essayer de gagner la course du coin avec des coureurs faibles, mais face à des coureurs très faibles et mal préparés. Donc quelque part, je crois pas trop en fait en l'intérêt, hein, d'une partie qui démarrerait en continental. Allez, j'ai pas dit non, c'est pas mon dernier mot, mais à ce stade, j'y crois pas trop. Ou alors il faudrait vraiment qu'en face ce soit bien géré, mais on sait que l'IA n'est pas la meilleure gestionnaire pour ce qui est de la planification des saisons, de l'organisation, notamment de ces fins de saison. Il y a tellement de choses qui sont encore perfectibles, même si le jeu va dans le bon sens, hein, il y a quelques améliorations qui sont hyper significatives, hein, sur cet opus, que ce soit le côté offensif des leaders qu'on a vu sur certaines courses, qu'on a peut-être pas forcément vu sur celle de cet épisode-là, mais c'est normal. C'est normal, c'était pas des courses qui s'y prêtaient spécialement, euh, même du tout d'ailleurs. Mais en revanche, voilà, je crois que cet opus est vraiment meilleur. Je peux le dire maintenant, là, j'ai suffisamment de vues de choses pour dire que c'est ultra meilleur. Peut-être encore plus sur Monument. Les monuments peuvent donner lieu à des courses incroyables,
mais certaines classiques aussi. Et le gros test pour essayer de se prononcer définitivement sera pour moi évidemment le Giro. Si je fais deux fois le Giro, pardon, 2020, avec deux équipes différentes, avec deux manières de l'aborder qui sont différentes, je pense que là, j'en saurai beaucoup plus sur l'IA, mais par rapport au grand tour, voilà, parce que c'est un truc qu'on attend encore à ce niveau-là. Diego Rosa l'emporte finalement au nez et à la barbe de Fabio Aru, mais c'est totalement anecdotique cette victoire. Mais n'empêche, il a gagné le CLM final lui, qui était un contre-la-montre assez court, mais voilà. Donc on gagne, mais j'ai envie de dire, ok, passons vite à la suite. Quel était l'intérêt réel de cette Settimana internationale? Je pense qu'à l'avenir, et encore j'ai fait des montages assez brefs, je pense qu'à l'avenir, je n'insisterai pas trop sur ce type d'épreuves parce que elles ont un intérêt qui est tout relatif. Hein. Donc j'en ai montré une là. Bon, il y avait eu aussi le Tour du Var, mais ça c'était plus en découverte de l'effectif, d'une partie en tout cas, et puis une manière d'introduire le sujet à l'épisode 1. Mais là, je vois que ce type de course, comme on vient d'avoir à l'instant, la Settimana, euh, plus jamais ça, parce qu'au final, ça ne requiert aucun intérêt. Ça ne comporte aucun intérêt à vaincre sans péril, hein, comme dirait l'autre. On triomphe sans gloire. Donc, on va plutôt se tourner vers le Tour de Sicile, qui démarre ici, et qui est, allez, il est plus sympathique ce Tour de Sicile dans la mesure où le plateau est plus relevé. Et puis en plus, il se trouve que par le jeu de mes semaines de repos dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai été obligé d'y envoyer une équipe moins forte en montagne. Voilà. C'est comme ça. Les planifications étaient faites comme ceci et même si ça nous coûte un objectif, bah, c'est pas dramatique. Donc le leader naturel ici, forcément plutôt Moscone, mais ça peut être Felliné, il faut voir. Et puis derrière, on a par contre la chance d'avoir emmené le sprinter de cette équipe. Je dis le, mais en fait j'aurais dû dire l'un des deux, puisque j'ai aussi Imerio Chima, mais Imerio Chima il s'est blessé très très gravement, ce qui fait qu'il n'a pas pu participer à toute cette première partie de saison. Imerio Chima, je pense qu'on le reverra pas avant juillet-août, quoi, tellement il s'est pété, et du coup après on n'a plus trop d'épreuves intéressantes à disputer d'ici là. Il va y avoir une grosse coupure après le Giro, je pense. J'ai candidaté aussi sur le Tour de Pologne, sur le Tour du Benelux. J'ai essayé de voir si on pouvait être invité sur certaines épreuves, mais j'ai pas eu de réponse pour le moment. Donc, étape 2, après le petit camouflet subi par Moschetti, après le petit camouflet, on peut se demander si on est en état de répondre favorablement à l'étape 2 qui, alors moi je me suis dit, tiens, mais Moschetti avec sa horrible forme du jour à -5 là, il va se faire éclater dans cette ascension, même si elle est située très loin de l'arrivée, étape courte aussi, hein, c'est comme sur l'épreuve précédente, les étapes sont assez courtes. Moscone a chuté, il va falloir, ce sera tout un sport de le ramener, ça va pas être évident du tout. Et donc, à ma grande surprise, finalement, il y a eu zéro intensité dans la montée. Et Moschetti, avec une forme désastreuse et une note en montagne qui de base déjà les vraiment, bah finalement Moschetti il est tranquille à l'avant, il est calé, il a pas transpiré quoi. Du coup, on peut envisager la victoire d'étape, mais alors là c'est un petit peu autre chose qui nous anime, puisque regardez, après avoir fait descendre Fraisier, et puis après rouler énormément, en plus on avait la collaboration des autres qui avaient chuté, Moscone va faire le jump, il y aura aussi Conrad à un moment donné qui était dans ce groupe et qui va aussi rattraper le peloton pour essayer de limiter, de ne pas prendre d'écart, hein, bien évidemment. Et regardez par contre, vous voyez, on parlait d'écart comptabilisé, bah ici, Moschetti qui gagne bon, haut la main le sprint, va bénéficier, ainsi que Felliné et Ulissi, vont bénéficier tous là d'un écart sur le peloton. Ah, pour le coup, c'est un petit fail de modélisation en fait, parce que jamais de la vie un sprinter va prendre du temps comme ça sur une arrivée plate. On est d'accord? Il va tout au plus s'imposer et puis tout le monde sera dans le même temps quoi. Donc ouais, mauvais goût en bouche. On gagne cette étape, mais voilà,
par faire tout un fromage avec ça. L'étape 3 est intéressante parce que l'arrivée se situe dans une côte. Hein, donc on va assez rapidement aller vers cette arrivée-là. Puisque l'étape 4, par contre, revêtira un intérêt tout particulier. Hein. C'est au sommet de l'Etna. Waouh, là, tout va se jouer à l'étape 4. Hein. Donc l'étape 3, c'est plus pour voir un petit peu de quoi on est capable. Allez, j'ai essayé de fabriquer un petit train pour emmener, on verra, hein, pour emmener celui qui se sentira le mieux. Peut-être Moscone, mais c'est pas dit. Hein. C'est pas dit. Le petit Guadagnolo fait le boulot hein, avec une bonne forme du jour. Fait l'inné. Est-ce qu'on va réussir à lâcher les chevaux ou est-ce qu'on va se faire damer le pion? Regardez, suspense absolu. On ne sait pas qui va gagner. Si. C'est Visconti qui la prend devant Gianni Moscone. Ben voilà, on s'est fait dépasser sur la ligne, ça arrive aussi. Et donc, petite bonif pour Moscone qui se rapproche un peu au général, mais est-ce qu'avec 71 en montagne, ça va suffire pour lui ou pour Fellini aussi? Tout va se jouer sur la forme du jour. Là, on est dans l'aspect loterie du jeu, parce que quand il y a Ciccone et Conrad, il y a Formolo également, il y a Richie Porte, il y a Brambilla, il y a quelques personnes qui grimpent beaucoup mieux que mes coureurs. Bilbao également, je crois, est présent. Donc, pas évident du tout. J'ai essayé de partir avec deux petits jeunes là à l'avant pour, mais vous savez, comme d'habitude, hein, pouvoir relâcher un échappé lorsque le soutien s'avère défaillant par rapport à mon leader. Hein, vous voyez le topo habituel sur les étapes de montagne, quand il y a moyen de prendre un peu de champ avec des équipiers qui ont du retard au général. Mais le problème, c'est que le peloton va reprendre tout ça assez facilement et que mes petits jeunes, ils sont un peu dans l'incapacité de s'échapper une nouvelle fois, et donc on va rester groupés finalement même pour démarrer cette ascension de l'Etna. Ça va rester groupé, donc il n'y a pas de stratégie réelle en place. On va être plus sur la logique de l'écrémage notamment provoqué par Bahreïn, McLaren, qui roule clairement pour Bilbao, hein, qui semble être le plus fort sur ce coup-là. Donc attention à... Moi j'essaie vraiment... Je reste un peu loin. On peut estimer que je reste peut-être un petit peu trop en retrait, mais c'est parce que je laisse la barre d'effort entre guillemets minimale pour essayer de subsister dans un groupe de grimpeurs. Mais regardez, il y a trop de gens qui sont au-dessus. Tiens, on voit aussi Jack Haig qui est là. Donc joli plateau, hein. Franchement, le plateau là autour de Sicile, il est magnifique. Et c'est ça aussi qui donne de l'intérêt à cette fin de course, parce que du coup, ça devient une épreuve tout à fait intéressante avec de jolis coureurs. On a là-haut, tout là-haut, Bilbao et Haig qui s'expliquent. Vlasov de Astana m'impressionne pas mal. Je crois que c'est Gorka Isagire qui est avec lui aussi pour le compte d'Astana. Donc sans trop de surprise au vu du comportement de Bahreïn McLaren depuis le début de course et au vu aussi de la forme de Bilbao et de ses notes intrinsèques, c'est lui qui s'impose. Ciccone qui est pas mal du tout. Je parlais de Formolo tout à l'heure, excusez-moi, j'ai complètement craqué. Formolo n'a pas été très performant sur ce coup-là. On le retrouvera un petit peu plus tard, Formolo, sur le Tour des Alpes. C'est amusant. Donc voilà ce qui ressemble presque au classement final. C'est le classement de cette étape. Regardez, classement final de tout ça. Et je suis content parce qu'en fait, on sauve un top 10. Et c'est génial parce que le sponsor, il voulait top 5. Et du coup, vous savez, si on accroche une 10e place comme ça, finalement, on sauvegarde quelque part un petit peu l'estime et la satisfaction du sponsor. Donc finalement, bonne opération avec pas du tout le matériel. On s'en sort quand même en top 10 pour avoir la petite évaluation orange là, ouais, qu'on va apercevoir là dans un instant. Voilà, orange qui signifie qu'on est juste en dessous de l'attente du sponsor. Donc le prochain rendez-vous, ce sera le Tour des Alpes. Et puis après, on convolera joyeusement vers le Giro, hein, parce que c'est quand même ça qui peut être excitant. Avec petit réajustement, on vérifie que tout va bien ici, oui. Est-ce que les formes sont correctes? Est-ce que la courbe de fatigue
ne risque pas d'exploser pour certains, on n'hésite pas à la retoucher légèrement. Je préfère encore être un peu trop bas en niveau de forme, en pourcentage, hein, mais ne surtout pas faire exploser la fatigue parce qu'elle peut vraiment impacter douloureusement les choses. Donc en vue du Giro, allez, ça va, ça sent pas mauvais. On a comme ça, voilà, possibilité de légèrement modifier. Je fais souvent ça pour vérifier que tout va bien, parce que bah voilà, avec l'habitude, j'ai pas envie d'avoir des surprises au mauvais moment. Donc ça va, on devrait être en capacité de performer sur le Giro qui arrivera, avec quand même un petit passage, donc du côté de l'Amstel, du côté de la Flèche Wallonne, pendant que d'autres seront sur le Tour des Alpes, notamment Fabio Aru. Voilà, je vous salue et je vous dis à très bientôt pour une suite. Bye bye.